Merci à tous d'être là cet après-midi. On va attaquer, je dirais, directement dans le dur. Ce matin, on a parlé d'émotion, on a parlé d'esthétisme, on a parlé aussi de l'association. Hein, c'est important de voir comment avance et l'enthousiasme de Éric Fabre porte tout le monde en compagnie de Francis. Donc ça, c'est très très important. Cet après-midi, on va parler de qu'est-ce qu'une forêt primaire. Donc rentrer vraiment dans les détails. J'espère que là, vous aurez de nombreuses questions. On va essayer de prendre un petit peu plus de questions que ce matin. Ce sera plus facile. Donc voilà. Avec Francis, eh bien, on aura Marc-André Sellos, mais en distanciel. Est-ce que Marc-André est avec nous? À droite. Allô, Marc-André. On t'entend pas. On t'entend pas. On ne t'entend pas. Oui, je n'avais pas mis le micro, donc... ah bah voilà, c'est une bonne raison, Marc-André, effectivement. Salut, salut, merci d'être avec nous cet après-midi. Tu es où, là? Je suis à Bélem, en Normandie, pour les journées mycologiques annuelles. Donc, je fais de la mycologie. La mycologie, très bien. Merci d'être avec nous. Donc avec nous sur scène, donc aux côtés de Francis, donc Élodie Magnanou, qui est biologiste et gestionnaire de la réserve naturelle nationale de la Massane. Donc on parlera beaucoup de cette réserve qui est tout à fait exemplaire. Je voudrais pour lancer la discussion sur qu'est-ce que c'est qu'une forêt primaire, quelque chose qu'on a déjà commencé à évoquer ce matin, c'est le temps, qui est très très important, le temps. Et je voudrais vous soumettre une petite citation de Romain Gary, extraite de l'Éducation européenne. Donc on est complètement dans le thème, on est dans l'Europe aussi. Donc publié en 1956. Donc ça se passe en forêt ukrainienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les forêts, dit Dobransky, sont aussi ici par hasard. Pourtant ils ont du courage et de la patience depuis des millénaires. Pourquoi les hommes n'en auraient-ils pas? Je pense que tout est dit dans cette citation de Romain Gary. La forêt a du temps. Est-ce que les hommes auront la même possibilité d'avoir du temps? Et donc, on va parler de forêt primaire. Francis, si tu veux ouvrir cette discussion. Ça marche? Ça marche, ça fonctionne. M'entendez là? Oui, bon. Très bien. Il y a des quantités de différence entre une forêt primaire et une forêt secondaire. Mais je crois que je vais commencer par les plus importantes. Une forêt primaire, si elle est suffisamment grande, elle attire la pluie. Il pleut dessus. J'ai des souvenirs, moi, quand j'étais très jeune chercheur en Afrique, on était dans une savane écrasée de soleil, et tout d'un coup, à l'horizon, on voit un petit nuage. Bien. Alors on met le cap sur ce petit nuage, et on s'aperçoit que dessous, il y a une forêt. Et quand on rentre dans cette forêt, il pleut. Et quand on a traversé la savane pendant 4-5 heures, ça tombe très bien, si je puis dire. Voilà, les forêts, quand elles sont grandes et profondément anciennes, elles font pleuvoir. Nous avons maintenant des mécanismes très précis sur cette liaison entre les forêts et la pluie. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi la qualité des sols. Si vous voulez les sols les plus fertiles, ça n'avait pas échappé à nos ancêtres, hein. Il faut les chercher sous les forêts primaires. Plus la forêt est ancienne, plus le sol est fertile. Fertile, ça veut dire très riche en flore et en faune. La recharge des nappes phréatiques en eau pure, c'est aussi typique de la forêt primaire parce que les arbres, au lieu d'avoir un pivot comme on le pensait, ils en ont une centaine. Et donc ça dirige l'eau vers le bas. En forêt primaire, les nappes phréatiques sont toujours pleines et c'est toujours de la bonne eau filtrée. Un point très important, c'est la biodiversité. On l'a dit ce matin, à mesure que les années passent, et surtout si on laisse le bois mort au sol, on voit la biodiversité augmenter. Et jusqu'où va-t-elle? La limite, c'est la latitude. On va en parler. On va en parler. Marc-André, évidemment, si on va commencer à parler de la forêt primaire, il faut commencer sous la terre. C'est là que ça va commencer. Comment tu résumes, je dirais, quelque part, le sol d'une forêt primaire?
Alors, ça commence en dessous, mais aussi au-dessus. C'est un peu la poule et l'œuf, hein, l'arbre et le sol. Mais c'est vrai que les sols de forêt primaire sont des sols qui n'ont pas été perturbés par des extractions abusives de bois, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est des sols qui ont une longue continuité écologique. Du coup, il y a des diversités qu'on n'a pas forcément ailleurs, et qu'on commence à étudier dans des forêts comme celle de Biao-Véja. On peut commencer à étudier la diversité microbienne notamment. Mais je pense que, outre ces aspects de sol purement, comme les évoquait Francis à l'instant, il y a une chose qu'il faut bien réaliser, c'est qu'il se passe dans le cycle sylvicole des choses qui ne se passent pas dans nos forêts gérées. Les arbres finissent par devenir très vieux. Nous, on les récolte avant qu'ils deviennent creux. C'est-à-dire qu'on récolte des arbres qui, pour un arbre, ont l'équivalent d'une quarantaine d'années pour un homme ou une femme. On les récolte jeunes pour qu'ils ne soient pas creux. Plus le temps passe, plus il est probable qu'ils seront creux, plus il y en a qui meurent, même s'il y en a qui survivent. Là-bas, les arbres ne sont pas... Là-bas, je pense à Biao-Véja, en fait, hein, j'ai l'esprit sur ce modèle, mais dans une forêt primaire, les arbres ne sont pas coupés, ils tombent au sol. Et ces géants vont mettre 50 ans à se décomposer. C'est les extensions du sol, ça, et ça abrite une diversité. Alors, moi, j'ai pleuré en forêt de Biao-Véja, parce que j'ai vu des tonnes de Fomitopsis rosea, de Phenus crosseus, des trucs dont je n'avais pas espéré les voir un jour autrement qu'en photo. Il y a des diversités qui tiennent au fait qu'il y a des niches écologiques qui n'existent plus dans les forêts gérées. Parce que dans les forêts gérées, on récolte les arbres avant qu'ils ne deviennent creux, donc un peu avant la pleine maturité. Je ne sais pas si Francis sera d'accord avec ça, mais ce qui est certain, c'est que ce cycle sylvicole spécial autorise une diversité qui n'existe pas, sinon. Oui, tout à fait. Et justement, on a un exemple en France, je pense, et Élodie va nous en parler. On a un exemple en France d'une forêt ancienne, hein, qui n'est pas primaire, mais qui, je dirais, qui a quelques années, je dirais, de libre évolution. Et donc, Élodie, est-ce que tu peux nous parler justement de la forêt de la Massane que tu diriges ? Alors, la forêt de la Massane, c'est une hêtraie que l'on trouve au sud de la France, dans le département des Pyrénées-Orientales, sur les contreforts des Pyrénées, à 4 km de la Méditerranée. Le premier point commun avec la forêt de Bielo-Vieja, c'est que comme elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des forêts anciennes et primaires de hêtres, des Carpates et autres régions d'Europe. Alors, et ce qui les singularise, ou ce qui les distingue en tout cas, c'est que l'une est primaire, Bielo-Vieja, et la forêt de la Massane est une forêt ancienne. Pourquoi ? Simplement une forêt ancienne, parce qu'elle a été exploitée jusqu'à il y a 140 ans. Donc on bénéficie maintenant de 140 ans de quiétude et de libre évolution. Mais ce que l'on peut montrer sur cette forêt de la Massane, c'est c'est une forêt ancienne, c'est-à-dire on a pu démontrer la continuité de la présence du hêtre depuis des millénaires sur le site de la Massane. Et on a... Oui. Excuse-moi, on va essayer de passer une petite vidéo là, que tu nous as amenée de 4 minutes pour justement montrer ta forêt de la Massane et justement oui, qu'on ait une meilleure vision ici même et que tu peux nous commenter d'ailleurs pendant cette vidéo. Alors finalement, le premier point d'entrée, c'est un des éléments que vient d'évoquer Marc-André, c'est la maturité du peuplement, c'est-à-dire qu'on est en présence de vieux arbres et de très vieux arbres qui ne sont donc pas coupés. Les arbres, lorsqu'ils meurent, restent debout à l'état de chandelier ou sont au sol et se décomposent naturellement. Et c'est ce qui permet d'observer la formidable biodiversité, en particulier d'insectes et de champignons qui sont associés à ce compartiment des vieux arbres et du bois mort. Niche écologique que l'on ne retrouve effectivement pas dans les forêts gérées. Tu peux nous rappeler le nombre d'espèces qui ont été identifiées dans la forêt ? Oui, la Massane est singulière du fait qu'elle a été l'objet d'inventaires très poussés dans tous les compartiments du vivant et on est actuellement à plus de 10 200 espèces inventoriées sur seulement 336 hectares. C'est la plus forte densité d'espèces inventoriées, c'est-à-dire connues une par une au monde. Ça ne veut pas dire que c'est la plus forte densité d'espèces qu'il existe, parce que Francis immédiatement va me parler des tropiques, et là on n'est certainement pas en mesure de concourir. Voilà, multiplié par 100. Multiplié par 100 hein, pour la biodiversité. Mais en revanche, l'un des leitmotifs de cette forêt de la Massane, ça a été de comprendre de quoi est constitué un écosystème de vieilles forêts et en quoi la libre évolution est une énorme plus-value pour la biodiversité.
Et cette biodiversité, elle a un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'écosystème, dans sa résilience face au changement. Et je tiens à dire aujourd'hui que la crise climatique que nous traversons ne pourra pas être résolue si nous ne l'accompagnons pas d'une résolution de la crise de biodiversité que nous traversons. La biodiversité et le climat sont intimement liés et il faut penser à la conjonction de ces deux éléments pour traverser les bouleversements que nous imposons à notre planète. Ouais, donc là, voilà, il a cité le torche-peau, évidemment, l'un des oiseaux qui tire parti des cavités qu'elle tapisse de torchis, de sorte que la taille du trou de son nid ne lui soit favorable qu'à elle. Et donc cette forêt est un... Alors vous allez me dire, mais vous ne faites rien alors, puisque dans la forêt est en libre évolution, qu'est-ce que vous faites? C'est vrai. C'est vrai. Et on est loin d'être au chômage, en fait. On peut la considérer comme un laboratoire à ciel ouvert, parce on a initié il y a 20 ans un suivi forestier qui permet de voir la manière dont cette forêt de hêtres réagit au changement du climat. Quels sont les arbres qui survivent, quels sont ceux qui meurent, puisqu'il n'y a aucune intervention de l'homme, ce sont les processus naturels qui ont lieu. C'est la sélection naturelle qui opère et c'est une façon de voir comment naturellement un écosystème répond à un changement du climat artificiel imposé par l'homme. Et c'est en ça que ce projet de forêt de 70 000 hectares, c'est aussi une formidable opportunité pour le vivant de se déplacer, d'ajuster ses aires de distribution au changement du climat que l'on va subir. Ça va favoriser des déplacements d'espèces. Ce sont des éléments qui sont très pénalisés actuellement. La migration des espèces est très compliquée puisque l'homme crée des routes, des champs, des milieux urbanisés, des milieux anthropisés qui freinent les mouvements d'espèces parce que ça fait partie de l'adaptation. Et donc ces grands territoires qui sont proposés offerts à la libre évolution font aussi partie des stratégies d'adaptation du vivant et ça c'est un point très fort de votre projet, Francis. Marc-André, j'imagine que tu connais les sols de la Massane et pour toi c'est déjà une étape importante. Alors, mais je connais la Massane surtout parce que lorsque j'étais professeur à l'université de Montpellier, j'y emmenais mes étudiants qui préparaient l'agrégation tous les ans. C'est une forêt extrêmement émouvante et intéressante. D'ailleurs, avec une forme assez intéressante de sol, parce que comme il y a un peu de package diffus de vaches, il y a une dynamique des humus qui est assez particulière avec cette perturbation et ces apports-là. Et puis surtout, ben voilà, moi ce que je trouve génial, qu'on retrouve d'ailleurs pour ceux qui sont en région parisienne en allant aux abords de la réserve intégrale de la forêt de Fontainebleau, ce que je trouve absolument fabuleux, c'est cette dynamique de mort des arbres, hein, on les a vus là, hein, il y a absolument partout des polypores, il y a des amadouviers, et c'est de ça que meurt de vieillesse et d'être creux, il casse finalement, hein. C'est de ça que meurt de vieillesse les hêtres. Et c'est la dynamique normale, la mort fait partie de la vie, hein, c'est le début du recyclage. Bon. Mais il y a aussi sur ces images des choses qui me font penser aux champignons. Pardon d'insister, hein, mais bon voilà, je suis mycologue, donc on ne se refait pas. Je vois ces pivers. Qu'est-ce qu'ils mangent les pivers? Ils mangent des insectes. Ok, je vois tous ces insectes qu'il y avait dans le bois. Ben oui, mais en fait, les insectes du bois, ils mangent des champignons. Hein. Je veux dire, dans ces énormes morceaux de bois, ce qui fait qu'il y a ces insectes, c'est pas que les insectes vont digérer le bois. La plupart des larves de ces insectes vivent dans le bois et sont éventuellement mangés par les pivers, mais ne digèrent pas la lignine, bien sûr, parce qu'il n'y a que les champignons qui digèrent ça. Et beaucoup ne digèrent pas la cellulose. D'ailleurs, leurs crottes qui bouchent leurs tubes sont bourrées de cellulose et de lignine. Simplement, ils broient ça pour extraire le jus de champignon. C'est de ça qu'ils se nourrissent. Et donc, moi, je vois toute cette présence fongique. Je vois tous ces champignons donc de vieux bois et de gros bois en décomposition. Je vois les insectes qui les mangent, qui sont d'énormes insectes qu'il ne peut pas y avoir dans les brindilles d'une forêt gérée. Et puis, du coup, bah oui, finalement, en haute chaîne alimentaire, champignons, insectes, je vois le pivert. Et ça, c'est un truc important. Hein, c'est que, pédagogiquement, pour moi, c'était une forêt de démonstration. Et j'attends avec impatience, mais bon, je ne sais pas si dans ces 700 ans, je donnerai encore des cours, mais j'attends avec impatience, évidemment, la forêt primaire de Francis pour mes enseignements. Hein.
Bah, évidemment, on attend tous d'ailleurs. Et Elodie, tu l'as évoqué justement, comment Marc-André l'évoque aussi. Donc là, c'est une forêt de démonstration. La forêt est ouverte au public, j'imagine. Et en plus, aussi à des chercheurs, parce que c'est aussi un espèce de laboratoire. Je pense qu'il faut que tu rappelles aussi que cette forêt est juste aux limites de 2 zones géographiques extrêmement importantes, entre la Méditerranée et le nord de l'Europe. Et ça procure aussi une biodiversité importante. Alors, ce que vous n'avez pas pu percevoir sur les images et que je n'ai pas dit non plus, c'est que la forêt de la Massane est entourée de végétation méditerranéenne et donc on se retrouve dans une hêtraie entre 600 et 1000 mètres d'altitude, qui est une position totalement atypique pour le hêtre en Méditerranée. On ne trouve pas le hêtre si bas en altitude. C'est une espèce qui aime la fraîcheur et l'humidité et qui là se trouve déjà un peu en difficulté. Et cette position atypique a beaucoup intrigué. Donc là, on avait, avec des collègues, recherché dans l'histoire du hêtre pour comprendre sa présence. Et en fait, c'est un vestige de la période des glaciations où le climat européen était beaucoup plus froid, de manière naturelle. Et le hêtre était réfugié dans le sud de l'Europe. Et quand ce hêtre a recolonisé, lorsque le climat s'est petit à petit avoisiné et approché du climat que nous connaissons aujourd'hui, en se réchauffant depuis les 12 derniers mille ans, lorsque ce climat s'est réchauffé, il est resté cette poche de hêtre qui est encore présente à la Massane. Donc c'était un refuge pendant les périodes glaciaires et le hêtre se trouve aujourd'hui en difficulté. Et donc c'est en ça qu'on considère que cette forêt de la Massane est un poste avancé du changement climatique, puisqu'on est en train de voir comment le hêtre réagit à des conditions que les autres populations de hêtres d'Europe, plus au nord ou plus en altitude, vont connaître bientôt malheureusement. Donc en ça, oui, on est au chevet de la forêt. On n'intervient pas, mais par contre, on essaie de comprendre son fonctionnement, comment elle réagit, comment le débourrement des bourgeons est modifié par le changement du régime de température, comment les gels tardifs ont une incidence sur la physiologie du hêtre, comment les épisodes de sécheresse que nous connaissons impactent la forêt. Et cette forêt, ce hêtre est l'espèce clé de voûte de l'écosystème. Donc il est à la base de la présence d'un grand nombre d'espèces d'insectes qu'on a vus et des champignons évidemment. Et donc tout ce cortège d'espèces-là va devoir passer le cap, on l'espère, mais se retrouve assez en difficulté effectivement. Francis, tu veux compléter? Oui, non, c'est une question. Oui. Ah. Une hêtraie qui souffre du changement climatique, c'est bien ça? Oui. Mais il y a certainement une variation entre les différents êtres par rapport à ces symptômes de malaise. Ça, je trouve ça très intéressant. Oui. Il faut savoir que c'est pas le même génome, tous ces êtres. Non, alors effectivement, ça on l'a étudié. Le classement de l'UNESCO, d'ailleurs, le prenait en compte. L'objectif de l'UNESCO, c'était de classer la variété des habitats du hêtre, mais aussi la variété des familles génétiques qui existent au sein de cette espèce. Une espèce, c'est pas un bloc monolithique où on se voit tous dans la salle, on est tous différents. Et les êtres, ils sont tous différents par l'endroit où ils ont grandi, à côté de qui ils ont grandi, sur quel sol, mais aussi leurs caractéristiques propres. Et on a des familles génétiques différentes dans... plus ou moins bien. Alors, justement, l'hypothèse qu'on pose à la Massane, c'est de se dire, ça fait 12 000 ans que cette forêt de hêtres, elle est présente dans des conditions qui sont plutôt très sèches par rapport à ce qu'elle aime et plutôt chaudes par rapport à ce que le hêtre affectionne. Et est-ce que cette population-là n'aurait pas une prédisposition à encaisser les changements et les réchauffements que l'on subit? Donc avec des collègues à Bordeaux, on est en train de regarder à partir de quand le hêtre ne sait plus faire circuler la sève montante. C'est-à-dire quand il y a on appelle ça un phénomène de cavitation, c'est comme une embolie, il y a des bulles d'air, parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans le sol, et que pourtant il y a de l'évaporation au niveau des feuilles. Et donc on se rend compte qu'il y a certaines populations justement du sud qui entrent en cavitation, donc qui ont ces problèmes physiologiques plus tard que les autres, parce qu'elles sont déjà un peu habituées. Du côté de la Cité des Sciences, Oui. le son a été coupé, je ne vous entends plus. Marc-André Sélas nous ne reçoit plus. Le micro de la Cité des Sciences est coupé. Le micro est coupé. C'est mieux là, Marc-André? Tu m'entends? Non? Apparemment pas. Ah ah. La Normandie, c'est loin? Excuse-moi de t'avoir coupé, Elodie. Mais ce serait bien que Marc-André puisse réagir aussi, donc pour qu'il ait le retour son. Non? Non, non, non. Pas de retour son. Désolé. Non?
Si. Bon, d'accord. Ils vont essayer de se connecter. D'accord. Oui, donc je disais, voilà, on se pose peut-être que cette population de la Massane a des prédispositions pour mieux réagir à des sécheresses et des épisodes de canicule, jusqu'à un certain point. Et donc, jusqu'où on peut aller dans l'identification? Parce que là, tu parlais vraiment presque de population ou de famille, presque sur un lieu par-ci. Est-ce qu'on peut justement avoir des individus déjà qui sortent du lot, on va dire, un petit peu comme chez les mammifères, on va dire. Alors, la Massane, elle fait partie d'une population qui est de Catalogne Sud et qui, après la dernière glaciation, a recolonisé jusqu'au sud du Massif central. Donc, c'est une famille génétique assez restreinte géographiquement. Et après, à l'intérieur, effectivement, on est en train d'essayer de faire le lien entre le patrimoine génétique complet, donc le génome complet. Ouais. On a 150 individus dont on dispose du génome complet. C'est des technologies qui sont lourdes à mener, mais qui sont de plus en plus accessibles. Et on essaie de faire le lien entre ces caractéristiques génétiques et la façon dont les arbres réagissent aux sécheresses ou aux canicules. Donc on essaie de faire des liens en disant, alors c'est pas aussi simple que tel gène qui code pour la couleur des yeux, hein. C'est un ensemble d'éléments génétiques qui vont converger vers le fait que l'arbre ait des bourres peut-être plus tôt, c'est-à-dire les bourgeons s'ouvrent plus tôt ou plus tard, ou il réagit mieux à la sécheresse que le voisin. Là, on touche du doigt, Francis, la difficulté d'avoir des forêts qui soient primaires ou enfin secondaires, tertiaires ou je ne sais quoi. Par exemple, quand on va dans les pays scandinaves, où on prend les graines d'un même arbre et qu'on replante partout, on n'a qu'un seul individu quelque part. Et donc, évidemment, ça fragilise par rapport à tous les stress potentiels liés au réchauffement climatique. Non, si on sème des graines, c'est pas le même individu. Attends, excuse-moi, mais le terme d'individu ne convient pas pour les arbres. Parce qu'ils sont divisibles. Mais quelque part, on a le même génome, enfin... Non. Bah, dans une famille, les enfants n'ont pas tous le même génome. Mais par contre, ils viennent tous du même lieu aussi, ils ont la même capacité, je dirais... et donc, si on replante enfin, je dirais, je m'exprime peut-être mal, mais les graines d'un même arbre un petit peu partout, on n'a aucune diversité, et donc beaucoup plus de fragilité. Mais si. Non, je pense que ce que veut dire Rémi, c'est que... quand on fait de la sélection de variétés ou de sélection d'individus, on a peut-être des familles, des groupes d'arbres qui sont beaucoup plus proches génétiquement les uns des autres que dans la diversité naturelle. Et effectivement, en ça, on se rapproche, plus on est diversifié, plus il y a une chance qu'il y en ait un qui tire son épingle du jeu face à un problème. Et effectivement, l'homme, il a sélectionné des arbres en fonction de leur aptitude à bien croître, à faire des fibres de bois bien linéaires. Et on n'a pas sélectionné des arbres pour réagir au changement du climat ou pour encaisser des arrivées massives de certains insectes ou parasites. Voilà. Et donc, effectivement, dans les forêts primaires ou dans les forêts naturelles, on laisse la part à la nature pour faire le tri elle-même, plutôt que de choisir nous qui on considère comme étant aptes et peut-être à tort. Moi, j'ai une autre question concernant la Massane. Qu'est-ce qu'il y avait comme grande faune au départ? Est-ce qu'on le sait, ça? Non, ça, on n'a pas d'éléments. On sait que donc on a eu le sapin pectiné en association avec l'if et le hêtre jusqu'au début de notre ère. Et le sapin pectiné a disparu. Alors, il a disparu de manière concomitante sur le pourtour méditerranéen. Donc, on ne sait pas si c'est un événement climatique ou peut-être la fin de l'emprise romaine qui régulait beaucoup plus la coupe de sapin pectiné. Donc c'est peut-être plus une histoire humaine qu'une histoire climatique. Mais qu'est-ce qu'il en est de la faune? Mais la faune, eh bien écoutez, on n'a pas d'éléments archéologiques. On ne trouve pas de non, on a des vestiges de charbon. Non, les squelettes, non, on n'a rien. Donc on ne sait pas ce qu'il y avait au départ. Non, on sait que... Alors, Pyrénées, ça vient de Pyros, parce qu'il y avait déjà du brûlage dirigé pour installer, à l'époque grecque, du pâturage et du pastoralisme, mais je ne peux pas vous remonter avant. Marc-André, oui, tu as repris la liaison, vas-y, on t'écoute. Oui, parce que je ne vous entendais plus à un moment. Donc oui, il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est que la gestion humaine est souvent liée à des goulots, des goulets d'étranglement génétiques, parce que on ne travaille pas sur une régénération acquise la plupart du temps. On coupe les arbres, on laisse quelques semenciers, voire on coupe tous les arbres et on replante des arbres qui viennent d'une pépinière.
Donc, quand on n'a qu'une seule mère, bon, le pollen, il vient de partout, mais si on laisse un pied ou deux de chêne ou de châtaignier ou de hêtre pour ressemer la parcelle, bah, ils ont tous la même mère. Et puis, si on peut se planter des choses d'une pépinière, souvent, il y a une certaine homogénéité génétique. Et ça, c'est vraiment important parce que dans les forêts, le nombre d'individus, qu'elles soient gérées ou pas, il est le même. Mais leur homogénéité génétique n'est pas la même, et donc la résilience du système, comme disait Élodie, avec l'idée que plus il y a de diversité, plus il y a de chances d'avoir des individus adaptés au changement, notamment au changement climatique, moins leur résilience est grande. Cela dit, je ne voudrais pas avoir l'air de dire qu'une forêt primaire est une forêt sans homme. Dans le projet de Francis, par exemple, mais Francis pourra nous le confirmer, il y a cette perspective d'avoir une forêt... Vous m'entendez toujours, oui? Oui. Il y a la perspective d'avoir une forêt où l'homme peut aller voir. Et c'est important de se dire qu'il n'y a plus de forêt primaire au sens strict, il y a simplement des forêts moins anthropisées. Et ça a une conséquence importante. Hein. Ça veut dire que si jamais cette forêt brûle, moi je pense en 88 par exemple, quand la forêt de Yellowstone a brûlé, on l'a laissé brûler au début, parce que le feu fait partie de la dynamique spontanée. Puis à un moment, quand 30% ont eu brûlé, on s'est dit oui, mais ok, mais on va perdre notre forêt primaire et on n'a pas forcément beaucoup d'autres, donc les pompiers se sont mis en action. Et ça, c'est aussi une vraie question, c'est si jamais la forêt primaire qu'on a conservée se met à brûler, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, ça fait partie de son cycle? C'est problématique, je ne sais pas ce que Francis en pense d'ailleurs, mais mon idée à moi, c'est qu'une forêt primaire doit se voir comme une forêt où l'homme intervient de façon minimale. C'est important parce qu'elle se rêve d'une forêt primaire au sens vierge, et ça, on sait que ça n'existe pas, même la forêt amazonienne, les travaux de Rostin, par exemple, admirables, hein, les 12 travaux d'Hercule de l'Amazonie, vous montrent très bien que c'est une forêt qui a été jardinée longtemps par l'homme, mais jardinée vertueusement. Et donc, ce qu'on veut, c'est une présence de l'homme qui accompagne les dynamiques naturelles et qui ne s'y substitue pas de façon grossière et maladroite, oui. Francis, une réaction par rapport à l'intervention de Marc-André? On craint beaucoup les feux pour ce projet. C'est d'ailleurs pourquoi on a abandonné l'idée de s'installer dans le Midi. Moi, ça m'aurait bien plu, mais c'est pas la peine de rajouter en plus des problèmes de feu. Alors, il va falloir prévoir des pare-feux. Des pare-feux, classiquement, c'est des vastes étendues, 100 mètres de large, par exemple, où il n'y a rien qui pousse. On s'arrange pour qu'il n'y ait même pas un brin d'herbe. Ça ne me paraît pas très bon. Nous, on a une autre idée qu'on va mettre en œuvre, c'est de donner ce pare-feu à des maraîchers. C'est pour eux, et ils vont faire du maraîchage là-dessus. Et ben, je crois que le feu passera pas. Oui, c'est une belle option. Et justement, le feu donc dans la Massane, ça peut être aussi un gros problème. Il y a eu des feux récemment, parce qu'on est quand même en milieu méditerranéen. Là. Alors, en milieu méditerranéen, on est exposé à une repousse naturelle, une régénération du chêne qui fait qu'on a des grandes unités, enfin des grands massifs homogènes de chênes verts qui ont repoussé après la déprise agricole. Donc, on a des massifs extrêmement uniformes et qui sont susceptibles au feu. Ensuite... Bon, parfois je suis un peu provocatrice parce que je ne sais pas comment répondre à la question. Dans le fond, quand je dis, écoutez, la meilleure façon qu'une forêt brûle pas, c'est de la couper. Je n'ai aucune garantie qu'elle ne brûle pas. Mais la forêt de la Massane, alors évidemment, on me dit, ouais, vous imaginez, le cubage de bois de la Massane est d'autant plus sujet au feu, et pas forcément, parce que tout le bois mort que vous voyez au sol, ce sont des vraies éponges gorgées d'eau. Et donc, tous les mètres cubes de bois ne sont pas équivalents. Et bon, la hêtraie présente la particularité de ne pas être très sujette au feu par rapport aux forêts méditerranéennes. Donc ça, c'est le premier atout. Et puis, tout ce bois mort est gorgé d'eau, ce sont des éponges d'eau. Donc, ce n'est pas forcément un danger supplémentaire face au feu. Oui, Marc-André, d'accord. Oui, Marc-André, tu confirmes qu'évidemment, s'il y a des sols qui sont déjà gorgés d'eau, parce qu'il y a toute la biodiversité, et bien évidemment, tout ça sont des remparts pour éviter des feux qui couvrent pendant très longtemps, quoi. Et puis surtout, le bois au sol, c'est un bois qui subit essentiellement, enfin au moins quand il y a des feuillus, hein, une pourriture que l'on dit blanche, où les champignons attaquent la lignine. Ça donne ces bois que vous connaissez sans doute, hein, qui sont fibreux et blancs et mous. Il reste que la cellulose, qui représente plus de 60% du volume du bois. Et cette cellulose, elle est hydrophile. Donc effectivement, là en ce moment, je suis en Normandie, dans une très belle forêt, mais une forêt gérée, la forêt de Bélem. Et dans cette forêt, on voit très très bien
alors qu'il n'a pas trop plu ces derniers temps, le bois humide en pourriture blanche, le retrait de la lignine qui empêche l'eau de rentrer, permet au contraire d'avoir un reste purement cellulosique qui est gorgé d'eau, quoi. Quand on écrase le bois, il y a de l'eau qui sort. Donc il faut se débarrasser de cette idée que cet aspect de l'absence de gestion favorise le feu. Bon, c'est vrai qu'il y a plus de broussailles, il y a plus de continuité verticale que si on retire tous les buissons dans une forêt primaire. Il y a tous les étages sont peuplés. Mais néanmoins, et ça c'est vrai que pour le feu c'est pas génial, mais néanmoins au sol on a des réserves d'eau. Et voilà, enfin, l'idée c'est que c'est surtout les pare-feux à mon avis qui sont une chose importante si on veut effectivement préserver ce bien à tout prix. Francis. Marc-André, j'ai 2 questions pour toi. D'abord, pourquoi tu n'es pas venu? Une bonne question. Je suis aux champignons, là. Je suis aux champignons à Belém. Une grosse réunion de collègues. Chacun autre chose. Non, réellement, on aimerait beaucoup mieux que tu sois avec nous, ça c'est clair. Et puis, non, une autre question. Désolé. Je cherche depuis longtemps des exemples de forêts primaires, où que ce soit dans le monde, qui auraient brûlé. Et c'est très difficile. Et une vraie raison à ça, c'est ces bois au sol qui sont gorgés d'eau. Si jamais tu trouves un exemple de forêt primaire ayant brûlé, ça m'intéresse. Ouais, c'est ça ma question. Je ne connais pas bien l'histoire de Yellowstone. Je suis désolé, les cloches se mènent de la partie là. Je ne connais pas bien l'histoire de Yellowstone, mais je me demande si ce n'est pas un exemple de forêt. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le problème risque de se poser à cause du changement climatique. Si on exclut la discussion qu'on a là, de toute façon, le changement climatique menace des forêts même très au nord. Et ça veut dire que, indépendamment de la politique de conservation, il faut vraiment qu'on ait plus globalement une politique de prévention par rapport au climat. Ça, c'est un autre problème, mais c'est un problème qui commence à devenir vraiment, vraiment très urgent. On l'a perdu. Non, c'est bon. Oui, Francis. Oui, vas-y. Je suis là, mais je vous épargne les cloches. Je suis là, mais je vous épargne les cloches. Okay. Francis, là, ce matin avec Eric, vous évoquiez les 2 sites potentiels pour la forêt primaire. Ces 2 sites qui ont des caractéristiques aussi relativement différentes. Donc, ce qui donne aussi un intérêt d'ailleurs. Mais justement, qu'est-ce qui va vraiment les caractériser? Et au niveau de la gestion, enfin, ou du programmation, est-ce qu'il y a des différenciations que vous allez mettre en place? Ça ne se ressemble pas du tout. Le relief est différent. Oui. La flore, bon, il y a des choses communes aux 2, mais il y a aussi des belles différences. Moi, personnellement, les 2 sites me conviennent. Et dans l'un comme dans l'autre, nous avons constaté qu'il y avait des zones où notre projet pourrait se dérouler, sans problème. Donc voilà, il faut maintenant faire un choix. Je dois dire que le projet du ministre Béchu de prendre tout ça, il est bien gentil, mais lui, il a du personnel. Que nous, on est une petite association, et malgré tout, on ne peut pas se disperser. Je pense qu'il vaut mieux commencer petit et être sûr que ça marche. En tout cas, c'est ma proposition. Je crois qu'on n'a pas évoqué ce matin l'âge de ces forêts, justement, qui ont été identifiées. Je crois qu'on ne l'a pas dit. Parce que l'idée est quand même de ne pas commencer à zéro, mais de commencer peut-être d'avoir 50, 100 ans d'avance. On a évoqué 1000 ans ce matin, mais c'est à partir d'un sol nu. Voilà, on est d'accord. On ne va pas commencer. Et donc, à Charleville-Mézières ou dans les Ardennes, on est dans des forêts qui ont... 200 ans, les plus 200 ans. Oui, donc ça fait tout de même un gain de temps. On a quand même gagné 2 siècles, là, quand même, tout de même, quoi. Et justement, Marc-André, au niveau des sols, est-ce que toi, tu peux déjà dire, bah tiens, cet endroit-là va être vraiment, vraiment le plus intéressant ou l'un des plus intéressants pour que justement cette forêt primaire reprenne pied ou continue, je dirais, à se développer? Alors j'espère que, je suis désolé, il y a un concert de cloches, 14h24, je ne sais pas à quoi ça correspond dans la liturgie, mais visiblement c'est un moment important. Je suis vraiment désolé. Si vous m'entendez, j'aimerais vous dire que, bon, déjà on part avec un acquis. Quand on a une forêt de 200 ans, dans le sol, on a une certaine diversité. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a des bouleversements réguliers liés à l'exploitation, notamment aux coupes à blanc, qui sont une vraie destruction, parce que la logique qui est que le sol est nourri par les apports de carbone des racines, notamment aux champignons qui vivent en symbiose avec les racines, cette logique, elle est perturbée, mais néanmoins, il y a une certaine résilience et on ne part pas de zéro. Ça, c'est important, parce que il y a quand même un héritage. Et c'est un héritage, il faut le dire quand même en positif pour les forestiers, c'est un héritage
d'une perturbation relativement minime, et ça n'a rien à voir avec la perturbation des sols agricoles. C'est une perturbation, il y a des tas de choses qui ont disparu, on en est d'accord, mais on part avec un acquis. Cela dit, sur les sols européens, les forêts européennes, j'aimerais dire quelque chose. C'est des sols qui sont quand même un peu moins riches que les sols agricoles et qui ont été appauvris au Moyen-Âge. Ça, on le dit peu, mais il y a une preuve de ça, c'est que le mot qui désigne les feuilles mortes, comme le mot qui désigne ce qu'on met sous les animaux dans les écuries ou dans les étables, c'est le même, c'est la litière. Et ça vient du fait qu'on a longtemps utilisé les feuilles mortes pour mettre sous les animaux. D'ailleurs, on a aussi nourri les animaux avec des feuilles, des branches qu'on abattait en été dans la forêt. Il y avait souvent du package, comme dans la Massane. Et ça a beaucoup appauvri les forêts parce que ça soustrait beaucoup de matière. Donc nos forêts, aujourd'hui, leurs sols sont des sols appauvris. J'espère que vous m'entendez parce que moi, je ne m'entends pas. C'est tout à fait clair, Marc-André. C'est tout à fait passionnant, oui. Ah, là, on l'a perdu. Et c'est fini. Oui. Non, et c'est fini. Ok, merci beaucoup, on n'entend plus les cloches. Oui, justement, là, on va peut-être revenir à Bialowieza et à la Massane, justement. Donc là, il y a peut-être quelques centaines d'années d'écart entre ces deux forêts. Il va falloir encore quelques centaines d'années pour que la Massane ressemble à Bialowieza. Il y a une énorme différence. Je prends le cas de la forêt polonaise. Il y a des quantités de scientifiques, très nombreux, mais des centaines par moment. Il reste 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y a une très grosse différence, c'est que quand ils sont arrivés là, la forêt primaire existait déjà. Alors ils se contentent de l'étudier, ce qui est déjà très bien. Mais dans notre projet, l'intérêt, c'est que on va voir la mise en place de la forêt primaire à partir d'une forêt secondaire. Et ça, pour l'instant, on a très peu de données, hein. Donc ça va être, sur le plan scientifique, un défi très important. Ouais, complètement. Et à la Massane, justement, on doit être, justement, le projet de Francis est important, justement, parce que justement, ça va être un exemple d'aller voir plus loin pour plus longtemps, quoi. La Massane a toujours porté haut les couleurs des vieilles forêts, a toujours essayé de faire passer au public, comme à vous qui êtes là aujourd'hui, l'idée que ces vieilles forêts sont importantes. Et finalement, on a un gros problème, c'est que le mot forêt désigne tout et n'importe quoi. Le mot forêt, c'est la forêt des Landes dans laquelle j'ai grandi, des pins alignés. Pas des forêts. Oui, mais on se balade dans la forêt. J'étais petite, on allait en forêt. Et alors, on devrait appeler ça un champ d'arbres, je suis d'accord. Une prairie, un champ, c'est pas la même chose. Et une plantation d'arbres et une forêt, ça n'est pas la même chose. Mais malheureusement, tout ça rentre dans le même fourre-tout. Et on finit par ne même plus savoir à quoi ressemble une véritable forêt naturelle. Donc ça, c'est le message qu'a toujours diffusé la Massane, et qu'on comprenne à quel point la biodiversité est pénalisée quand on se retrouve dans une forêt où on retire les vieux arbres et le bois mort. Et on est déjà heureux du simple fait que vous ayez eu ce projet et qu'il soit entendu. Ça, c'est déjà fabuleux. Que le projet puisse être écouté. Et je ne suis pas sûre qu'il y a une décennie ou deux, on vous aurait pris au sérieux. Non. Et le simple fait qu'on puisse déjà ouvrir des portes et qu'on puisse vous entendre, et aussi qu'on puisse proposer aux nouvelles générations une réponse. Parce que le constat, maintenant, tout le monde est à peu près unanime. Et on dit, et après, oui, et on fait quoi ? Et donc maintenant quoi ? Et parce qu'effectivement, même le grand public, moi-même, si on me dit je fais une extension de ma maison, bah oui, alors je vais la faire en bois parce que c'est plus écolo, parce que c'est plus respectueux, parce que je stocke du carbone. Mais avec quel bois ? D'où ? Est-ce que ça pénalise pas les forêts ? Et à côté de ça, on me dit qu'il faut protéger les forêts. C'est vraiment un discours schizophrène dans lequel on ne sait pas se positionner. Donc effectivement, il faut des magnifiques projets comme celui-là qui sanctuarisent. Alors attention, le mot sanctuariser, évidemment, ça veut qui sanctuarise en tout cas la non-exploitation forestière, mais qui laisse un accès respectueux de l'évolution de la forêt. Et à côté de ça, d'autres modes de vie avec la forêt. Et justement, parce que Élodie, tu gères une réserve naturelle, c'est bien ça, hein. Donc parce qu'il y a aussi les statuts. Je pense que c'est aussi important un parc national, par exemple, on sait que c'est un taux de protection, on va dire, qu'on peut modifier. Mais même les réserves naturelles n'ont pas forcément, dans leur décret de création, la non-exploitation forestière. Voilà, donc ce n'est pas inscrit. Non. Et donc justement, la forêt de ton projet, Francis, et de votre projet, il aura quel statut ? Juridique ? Oui.
Parce qu'il faut bien lui en donner un. Oui, mais ça, je ne pense pas que les juristes puissent répondre parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler sur le si long terme. Oui, oui, oui. Il va falloir sans doute inventer des outils juridiques nouveaux. Ça passe aussi par là. Oui, oui, oui. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Ah, Monsieur Fabre, tout à fait. Tout à fait. Ça fait vraiment partie des questions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc trouver un statut à cette... Et alors, cette... Je voudrais... Oui, vas-y, Francis. Alors, je voudrais insister un peu sur un point qu'a évoqué Élodie. Une plantation d'arbres, c'est pas une forêt. Oui, oui, Ça oui. me choque beaucoup quand on parle de forêt des Landes, puisque tous ces arbres-là ont été plantés, ou dans le Morvan et le plateau des Mille Vaches, etc. C'est pas des forêts. D'ailleurs, c'est tout à fait évident que c'en est pas, puisque c'est une seule espèce, et en plus d'être une seule espèce, c'est un seul âge d'individus. Ils Oui, ont une tous seule le même âge. génération. Alors vous remarquez qu'on les met déjà dans des conditions épouvantables, puisqu'ils ont besoin de la même ressource. Donc on les met en compétition maximale dès le début. Bon, Sans soutien des adultes. Le conservateur de la Massane, il dit c'est comme si on mettait tous des enfants de 4 ans dans une cour de récréation, on les laisse tout seuls, on s'en va. Et on revient dans 30 ans pour voir comment ils ont grandi. Il n'y a aucun adulte, il n'y a personne qui est là pour les... Oui, mais il n'y a aucun adulte alors, qui apporte des ressources, il n'y a aucune ombre apportée, il n'y a rien. Marc-André, tu veux compléter? Et ça, c'est vraiment important parce que la logique de la forêt tempérée, c'est la logique de l'entraide des adultes vers les jeunes. Alors, moi, je ne fais pas des réseaux mycorhiziens comme certains qui parlent de l'amour entre les arbres par Wood Wide Web. Bon, non. Ce que je sais, c'est que les forêts tropicales sont hyper diverses parce que, pour la raison suivante, c'est que quand un individu d'une espèce germe, il attire plus de maladies que de microbes favorables dans le sol, et donc les petits ne germent pas autour. Donc même s'il y a une autre espèce qui utilise la même niche écologique, elle peut s'installer. Et donc on obtient des forêts hyper diverses parce que dès qu'une espèce est là, elle fait de la place pour les autres en fait. En forêt tempérée, nous avons des forêts qui sont peu diversifiées. Regardez, il y a des hectares. À Bornéo, on a 650 espèces de plantes, c'est des records, hein. On compte 450 arbres pour les forêts européennes. 450 espèces pour toutes les forêts d'Europe. On a des forêts qui sont assez homogènes avec des peuplements de même espèce. Et ça vient de la chose suivante, c'est que les arbres de nos forêts, ils récoltent, ils ramènent plus de micro-organismes favorables dans le sol quand ils s'installent que de défavorables. C'est notamment les fameux champignons mycorhiziens que moi j'étudie, cèpes, amanites, russules, girolles, trompettes de la mort, truffes aussi. Et donc, quand ils s'installent, les adultes, ils entretiennent des organismes qui vont être utiles aux petits. Notamment, ces champignons mycorhiziens, on sait très bien qu'ils grandissent dans le sol et qu'ils vont s'associer aux racines de plantes voisines. Donc quand il y a une plantule, elle hérite des champignons entretenus par les adultes. Sauf si c'est une coupe à blanc. Parce que là, évidemment, plus personne ne nourrit ces champignons, ils ne sont plus là. Donc on a vraiment ce besoin d'entretoiser les générations. Et je voudrais dire un mot important là, hein, quelque chose qui est peut-être le plus important de ce que je pourrais dire aujourd'hui. Cette réserve, c'est une merveille d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue environnemental. Il faut la faire, ou les faire si on en fait 2 ou 3 ou 15, tant pis pour l'association, ça fera beaucoup à entretenir. Mais notre problème, c'est aussi de trouver une attitude vertueuse dans notre gestion des autres forêts, voire même des plantations. Je veux dire par là que ces plantations, il faut qu'on les fasse évoluer vers des vraies forêts, comme Francis les appellerait, forêts. Et ça demande, petit 1, de savoir ce que c'est qu'une vraie forêt, c'est-à-dire une forêt perturbée au minimum par l'homme. Donc l'expérience de Francis ou la Massane sont des outils absolument merveilleux pour comprendre ça. Et deuxièmement, il faut trouver cette foresterie qui mélange les espèces, ne fait pas des peuplements écuyennes, comme on les appelle, c'est-à-dire où tous les arbres ont le même âge, mais mélange les différents âges et fait une exploitation où on exploite les vieux, mais on laisse en mélange pousser des jeunes, il y a tous les âges en mélange, plein d'espèces en mélange. Ça existe. Ça s'appelle ProSylva. La sylviculture ProSylva. Moi, quand j'étais étudiant à l'école forestière, c'était un peu des doudingues, mais intéressants. Maintenant, on commence à voir que leurs forêts marchent, sont productives et plus résilientes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi qu'on jette ce qu'on apprend des forêts primaires et des forêts peu perturbées vers une gestion plus vertueuse des forêts gérées. Merci Marc-André. On va prendre quelques questions. Merci beaucoup. Eh bien, Marc-André, vous connaissez? Ah oui, c'est vrai, il est venu à la Massane. Oui, on se connaît avec Élodie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on se connaît. Oui.
Question. Allez. Mais on a de plus en plus de monde, il me semble. J'ai pas vu tout le monde arriver, mais... Voilà. À droite, là. Oui, allez-y. Une question pour Marc-André, peut-être pour tout le monde. Marc-André, tu es là, excuse-moi. Est-ce qu'il est possible, souhaitable, de peut-être prendre des échantillons de sol dans une forêt en pleine santé, en plein potentiel écologique, une forêt primaire, et de ensemencer d'autres sols pour accélérer, on va dire, la succession écologique? Marc-André, tu as entendu la question de Tariq? Oui, c'est une question intéressante, mais je pense qu'il faut plutôt penser les sols comme des balles bois dormant. Excuse-moi, on n'a pas bien reçu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, il faut plutôt penser nos forêts et nos sols comme des belles au bois dormant. C'est-à-dire que si on fait les bons gestes, eh bien, on va permettre aux espèces qui sont un petit peu en souffrance, voire même à celles qui arrivent, de s'installer. Moi, je ne suis pas pour les transplantations. Par contre, et je suis tellement pas pour les transplantations que j'aime pas du tout l'idée des essences introduites d'autres continents. Par contre, la migration assistée, qui consiste à introduire des espèces venues de tout à côté, là où les conditions climatiques actuelles ressemblent à celles qu'il va y avoir ensuite là où on les plante, c'est une bonne idée. Mais moi, je suis pour la proximité, et donc pas les introductions à distance, parce qu'on ne sait pas si ça va être adapté, et je pense que tout réside dans les gestes qui permettent au sol de vivre. L'inoculation, c'est pas si nécessaire. Il faut juste les réveiller. Les espèces sont encore là pour la plupart du temps. Simplement, il va falloir avoir les gestes de gestion, c'est-à-dire pas de coupe pas blanc, par exemple, des peuplements irréguliers et diversifiés en espèces. Il va falloir avoir ces gestes-là surtout. Merci Marc-André. D'autres questions? Oui. Au milieu de la salle, monsieur. Oui, bonjour. Dans certaines actions de préservation de l'environnement, on nous demande parfois de réouvrir des milieux fermés pour favoriser la biodiversité. Et ça paraît contraire à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que dans les milieux forestiers, la biodiversité est plus importante. Qui veut répondre? Élodie Bon, dans le cas de la Massane, on avait pris le parti de maintenir le pastoralisme sur les crêtes qui sont au sommet de la réserve et qui sont des crêtes d'origine anthropique. Ces sommets seraient colonisés par la forêt s'il n'y avait pas de pastoralisme extensif qui existe depuis des siècles. Et c'est un autre pan de biodiversité qui est maintenu par l'ouverture des milieux. Donc on peut pas... toute la biodiversité sur Terre n'existe pas dans les forêts. C'est-à-dire que c'est une mosaïque de milieux qui permet la cohabitation de l'ensemble des espèces que l'on est en mesure de connaître aujourd'hui. Donc finalement, en laissant ces pelouses artificielles, en fait d'origine anthropique, présentes sur le haut des crêtes à la Massane, on favorise tout un pan de biodiversité associé à ces milieux ouverts. Mais ça, c'est la vraie question, enfin c'est une question qu'on se pose de quel est l'état initial, quelle est la référence, de quoi on veut se rapprocher. La référence, c'est quoi? C'est le pastoralisme qui existe depuis l'époque des Grecs et des Romains. C'est avant que l'homme n'arrive, avec des milieux qui étaient certainement ouverts par des incendies, mais qui n'avaient pas la récurrence à laquelle on les connaît aujourd'hui. Et donc qui assurait cette mosaïque de milieux en milieu méditerranéen, avec des milieux complètement ouverts, des milieux moitié refermés, des forêts complètement resserrées. Et donc, je ne crois pas que ce soit antinomique avec le fait de dire il y a énormément de biodiversité en forêt, c'est juste un autre pan de biodiversité. Francis? J'ai une vision un petit peu différente de ces choses-là. On m'a fait souvent le reproche que vous allez comprendre tout de suite. Une forêt, ça élimine les prairies avec des orchidées et des campanules, et nous, on aime bien ça. Alors, il faut savoir que quand la grande faune européenne est complète, je prends l'exemple de la Pologne, là aussi, eh bien, les grands animaux, c'est pas des vaches, mais là, c'est des bisons, ils ouvrent des clairières, parce que c'est des animaux forestiers, si on veut, dans la journée, mais ils n'aiment pas du tout dormir sous des arbres. Et donc, ils ouvrent des clairières, et donc on a à nouveau, mais créé par la faune locale, les petites plantes herbacées qu'on aime bien. Oui, c'est vrai. Donc il faut une biodiversité pleine et entière, quoi, en fait. Et puis même sans eux, la forêt fait ses clairières elle-même. Dans la forêt, dans la réserve intégrale de Fontainebleau, autour, on trouve ces clairières avec des germinations d'érables, des fraisiers, des digitales, qui viennent dans les trouées de lumière venus de l'écroulement des très grands individus.
Et donc, la diversité forestière, c'est pas que la diversité de la forêt elle-même, c'est aussi celle des clairières. Et la forêt fait ses clairières. C'est là où vous avez raison tous les deux. Chablis, c'est pas une clairière. Alors, oui, non, mais je suis d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas l'entretien par l'animal. Ça, c'est clair. Mais on a quand même des ouvertures où il y a une autre végétation qui vient. Et croyez-moi, alors là, mycologiquement aussi, une autre diversité. Mais je suis d'accord, c'est pas des clairières au sens où, effectivement, où on peut les espérer quand elles sont entretenues. Oui. Oui, pour connaître la forêt de Bialowieza, je vais aller tout à fait dans ce sens-là. On a derrière une magnifique photo, je ne sais pas si c'est Pierre ou Jessica qui l'a prise, mais on est dans une aulnaie. En fait, on est dans une zone humide et c'est aussi évidemment hyper important parce que l'eau arrive beaucoup plus au sol avec ce type d'arbre et elle entretient toutes ces nappes en surface. Le réseau hydrique est extrêmement important, donc du coup, il y a une mixité et c'est fondamental dans le projet de Francis, de l'association. C'est la mixité, c'est la variété, c'est la liberté. Je voulais revenir un instant sur la forêt de Massane, qui est une hêtraie. Moi, je viens de la forêt de Compiègne. On a 40% de hêtres. À Bialowieza, il n'y a pas du tout de hêtres, donc ça donne aussi une idée des variantes de population. Chez nous, les arbres, les grands hêtres sont aujourd'hui récoltés pour motif dépérissement des houppiers, donc évidemment perte de productivité par l'exploitant, qui est en l'occurrence l'ONF. Je suis très surpris et très étonné et très heureux de savoir qu'il y a des variétés de hêtres méditerranéens, je ne sais pas si c'est une typologie qu'on peut leur donner, qui sont a priori plutôt résistantes. Est-ce que les services développement de l'ONF, est-ce que Laurent, est-ce que d'autres personnes font remonter de l'information? Parce que chez nous, aujourd'hui, ils essayent de planter du cèdre, ils essayent de planter tout ce qu'ils trouvent dans les pépinières, mais sans aucune vision à moyen et encore évidemment moins à long terme de ce qu'est une forêt. Oui, alors ces tests d'essence qui pourraient être les essences qui sauveraient, je mets des énormes guillemets, les forêts européennes face au changement du climat ne prennent que très rarement en compte la richesse au sein de l'espèce, la richesse des variants qu'il existe au sein de chaque espèce. Et on lance des plantations d'eucalyptus sur tout le gradient atlantique, là depuis le Portugal jusqu'en Écosse, pour voir si l'eucalyptus serait une essence d'avenir. On sait que c'est une essence qui est idéale pour les feux d'ailleurs, hein. Ça c'est vraiment un très bon choix. Et ces eucalyptus-là, ils doivent provenir d'une seule provenance et on n'a absolument pas regardé la diversité. Donc au-delà du fait que c'est questionnable dans l'absolu parce que c'est souvent des essences exotiques, il y a aussi le fait qu'effectivement on ne prend pas en compte les variations intra-espèces. Alors pour ce qui est du hêtre, en fait on n'a encore aucune preuve la question c'est toujours le coût-bénéfice. On va se retrouver face à des choix, on va devoir emprunter des pistes pour essayer de trouver des solutions. La question est de savoir si les solutions qu'on propose, elles ne sont pas plus apprentis sorciers que de laisser faire tout seul, et ça je n'ai pas la réponse. Mais supposons qu'on trouve à la Massane certains individus qui ont un patrimoine génétique qui leur permet de tolérer la sécheresse, et on pourrait être tenté de dire waouh, c'est l'avenir de toutes les hêtraies européennes, on va les planter partout en Europe. Mais quel est leur historique de relation avec le sol ? Quel est leur historique de relation avec les mycorhizes qui sont différentes ailleurs que celles de la Massane? Quel est leur historique de relation et leur coévolution avec certains pathogènes? On ne sait pas. Donc on va prendre un critère comme étant celui qui va sauver le hêtre en disant c'est la résistance à la sécheresse, mais par ailleurs, on n'a aucune idée de si c'est vraiment la population ou les individus qui vont tirer leur épingle du jeu dans les scénarios qu'on projette. Un travail d'apprenti sorcier. Oui, je trouve. Et si Marc-André. Si je peux me permettre, non seulement c'est du travail d'apprenti sorcier, ce qui se fait en ce moment, mais c'est aussi du travail pour dévaster nos impôts. Je m'explique. Bon, les tests que fait l'ONF sont tout à fait intéressants. Mais vous trouverez en ligne et gratuit un livre, un mémoire qu'a fait la Société botanique de France sur son site sur les essences introduites. Aujourd'hui, dans les régions, les essences qui sont subventionnées à la plantation, attention, hein, par vos impôts, c'est des listes d'espèces bien connues pour lesquelles les CSRPN ont donné un avis consultatif, souvent négatif, mais on n'a pas écouté. Donc vos impôts servent à planter des espèces invasives comme le chêne rouge ou le tulipier de Virginie, que dans certaines régions d'Europe, on n'arrive même plus à enlever quand on veut planter la forêt. Et ça va menacer les forêts primaires
on en aura reconstitué. Hein. Donc on plante des espèces invasives, des espèces qui amènent des maladies, des espèces, comme le disait Elodie, qui ne sont pas adaptées au climat de demain. On les plante en plus n'importe où, ce qui fait qu'elles sont de toute façon pas adaptées au climat. Les essences exotiques, c'est un drame pour la forêt française. Il faut arrêter. Hein. Le Prunus serotina, qui est un invasif en forêt de Compiègne, par exemple, c'est une bonne idée des forestiers de 1900. Il faut arrêter avec les plantes introduites, il faut faire de la migration assistée, mais il faut la faire de façon maligne, c'est vrai, Elodie a raison. Mais on a des plantes qui ne sont pas très loin de chez nous, qui sont en continuité territoriale, et des provenances génétiques en continuité territoriale avec les nôtres, qu'on peut pousser un peu vers le nord, mais il faut arrêter avec les essences exotiques, et il faut arrêter donc d'utiliser nos impôts à faire n'importe quoi, c'est-à-dire notamment avec l'eucalyptus planter les incendies de demain. Merci Marc-André. Bon, je pense que c'est un beau mot de la fin pour cette session. Hein, ne pas faire n'importe quoi avec nos impôts, c'est pas mal. Merci beaucoup Elodie, merci beaucoup Francis.